Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Les gens se souviennent de la cause, c'est sûr. C'est sûr que cette cause-là a choqué les gens de la région et de tout le Québec parce qu'en plus, ça se passait durant le temps des fêtes. Par son regard, par comment est-ce qu'elle était, par sa prestance, là. Je le savais. Toute cette histoire-là, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance chez tout le monde. Même les enfants, de pas avoir une enfance tout à fait normale. Donc tout le monde est souffrant. Madame Gauthier aussi est souffrante. Ça, c'est sûr. Le jeudi 1er janvier 2009 à Chicoutimi, Cathy Gauthier, 34 ans, ouvre les yeux. Ses 3 enfants, Louis-Philippe, Marc-Ange et Joël, sont à ses côtés. Elle se retrouve dans son lit, elle sait pas trop pourquoi. Elle se réveille, elle a mal au poignet, elle gèle. Cathy déplace Louis-Philippe, son plus jeune. Joël et Marc-Ange semblent dormir paisiblement. Elle se lève et va se faire couler un bain parce qu'elle dit qu'elle a froid. Elle explique ça en disant « J'avais froid, tout ce qui me préoccupait, c'était de me réchauffer. » Cathy remplit le bain d'une eau très chaude et finit par se rendormir. Puis dans son deuxième réveil, là, elle réalise qu'est-ce qui vient de se passer. Cathy sort de la baignoire. Elle ignore quelle heure il est et combien de temps elle a dormi. Et là, c'est l'appel au 911. Quel est le problème? Dis-moi exactement ce qui s'est passé. J'ai un poignet ouvert, mais ma main, c'est profond. Cathy semble désorientée. La répartitrice lui confirme qu'elle envoie sans tarder des secours sur les lieux. Dès que Cathy voit les gyrophares apparaître, elle s'écroule. Pendant qu'un policier lui porte assistance, sa coéquipière suit les traces de sang jusqu'à la chambre des maîtres. Elle découvre une scène horrible. 3 enfants sont sur le lit, immobiles. Un homme est étendu au sol. Personne ne respire. Les corps sont blancs et froids. Ils sont morts depuis un moment déjà. Des toutous sont disposés au pied du lit. Un chapelet est suspendu, bien en évidence. L'année 2009 vient à peine de commencer qu'un drame familial horrible vient bouleverser la vie tranquille de la communauté de Chicoutimi à Saguenay. Cathy Gauthier est transportée à l'hôpital en ambulance. Les policiers installent un périmètre de sécurité autour de la maison. Des journalistes ne mettent pas de temps à arriver sur les lieux. En fait, on est le 2 janvier quand moi, mon patron me réveille et me dit il faudrait que tu rentres travailler. Il y a un papa et 3 de ses enfants qui viennent d'être retrouvés morts à Chicoutimi dans une maison. Alors, vite, vite, on s'habille, on arrive sur les lieux, il faisait froid, c'était par un froid sibérien. Les policiers procèdent à l'examen de la scène du drame. Un large couteau de cuisine est retrouvé près de la main de Marc Laliberté, le mari de Cathy, qui semble s'être pratiquement vidé de son sang. Les vêtements des 3 enfants sont tachés de sang. Au centre hospitalier de Chicoutimi, Cathy crie et pleure. On la soigne pour une entaille profonde qui se rend jusqu'à l'os du poignet droit. Le médecin semble certain que Cathy n'a pu s'infliger elle-même une blessure aussi profonde. Un enquêteur se rend au domicile de la meilleure amie de Cathy. Le soir, au 2, on est en pleine réception à la maison. J'ai environ 12 invités. Puis c'est là que les policiers me demandent « Connaissez-vous Marc Laliberté? » Je fais comme allumer. Fait que, tu sais, la première chose que je leur ai demandé, c'est les enfants. Puis là, ils ont fait signe que non. Fait que là, les genoux me flanchent. Les rumeurs commencent à circuler. Plusieurs pensent que Cathy et ses 3 enfants ont été victimes de leur père, Marc Laliberté. Toute la journée, on a essayé de savoir qui étaient ces gens-là. On allait cogner chez les voisins. C'était une famille très discrète. Les voisins n'étaient pas nécessairement au courant. L'histoire familiale et amoureuse de Cathy Gauthier n'a pas toujours été facile.
Moi, Cathy, je l'ai connue à 5 ans. Ouais, on était en maternelle ensemble. Tu sais, Dolbeau, c'est pas grand. Fait qu'en fait, on était vraiment plusieurs années dans la même classe. Cathy, elle est venue au monde le 14 février 1974. Le père biologique de Cathy est décédé, lui, lors de la grossesse de la mère. La mère biologique de Cathy Gauthier a de graves problèmes de santé. Elle donne sa fille en adoption, mais garde son fils aîné avec elle. Elle avait toujours à l'esprit, moi, ma mère, elle me laissait tomber. Moi, ma mère biologique, elle a préféré mon frère. Elle n'est pas capable de s'occuper de moi. Les problèmes de Cathy sont suffisants pour qu'en 1996, à l'âge de 22 ans, Cathy se fasse diagnostiquer personnalité limite. Avant de rencontrer Cathy Gauthier, Marc Laliberté connaît lui aussi son lot de déboires. Marc, lui, c'est un ancien militaire, mais c'était une personne là, qui se pensait le mouton noir de sa famille. Fait que, tu sais, il pensait qu'il était pas accepté, il pensait qu'il était pas, aimé, là. Marc et Cathy se rencontrent le 19 septembre 2000. Ils habitent la même maison de chambre à Dolbeau-Mistassini, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La chimie est au rendez-vous. Cathy lui parle de sa petite fille de 4 ans, Joël, qui n'habite pas avec elle et qui lui manque. Marc lui confie qu'il a eu 3 enfants d'une union précédente. Marc tombe amoureux fou de Cathy. Ils discutent jusqu'aux petites heures du matin. Quand elle t'aimait, là, il n'y avait rien pour changer ça. Quand là, que tu faisais partie de sa vie puis qu'elle voulait vraiment t'avoir, là, ben, il n'y avait rien pour changer ça. Cathy s'installe dans la chambre de Marc. Ils ne se quittent plus. Marc initie des démarches pour que Cathy récupère Joël, alors élevée par ses grands-parents paternels. Marc est heureux de s'occuper d'elle et la considère comme sa propre fille. Le couple déménage une première fois à Chibougamau, dans le nord du Québec, là où est née Cathy. Là, elle était bien avec Marc. Fait que, dans le fond, elle a commencé à se faire une petite vie, puis ils ont été ensemble là, 8 ou 9 ans environ. Cathy tombe bientôt enceinte. Elle exprime alors le désir de s'éloigner de sa mère biologique. Le couple décide de déménager à Gaspé, à 1200 km de là. Il n'y avait aucun contact avec les grands-parents maternels, il n'y avait aucun contact avec les grands-parents paternels. La naissance du petit est prévue pour le mois de juillet 2001. Ils savent que ce sera un garçon et choisissent de l'appeler Marc-Ange. Marc, il était vraiment attentionné envers Cathy, puis il emmenait des fleurs une fois par semaine, puis il la flattait vraiment, là, puis il prenait soin de Cathy, puis c'était son centre de son univers à lui, là. Il la traitait comme une reine. Tu sais, là, il fallait qu'elle se maquille, il fallait qu'elle soit belle, il fallait pas trop qu'elle travaille. Tu sais, en fait, là, c'était un beau bibelot. Cathy Gauthier retrouve, c'est sûr, chez Marc Laliberté une certaine stabilité. Les corps de Marc et des 3 enfants sont envoyés au laboratoire de sciences judiciaires de Montréal pour une autopsie complète. L'hypothèse d'un drame familial initié par Marc, auquel Cathy aurait miraculeusement survécu, continue d'alimenter les conversations. Par contre, l'enregistrement de l'appel effectué par Cathy au 911 met les enquêteurs sur une autre piste. C'est clair, net et précis. Quand elle fait l'appel aux ambulanciers, elle décrit, elle est d'abord dans tous ses états. OK. C'est une tentative de suicide, madame? C'est un pacte. Mon mari a tué nos 3 enfants. Une note collée sur la porte de la chambre des maîtres renforce l'hypothèse du pacte. Ne pas nous réanimer. Notre désir est de partir en paix. C'est la Sûreté du Québec qui est venue nous annoncer en point de presse que, effectivement, il y avait eu un pacte de suicide et que 3 enfants étaient morts de cette histoire-là. Pourtant, durant le même appel effectué au 911, Cathy mentionne également que ses 3 enfants sont morts et que c'est son mari qui les a tués. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il a tout drogué toute la gang. À l'hôpital, Cathy affirme qu'elle ne se souvient de rien et qu'elle n'a jamais voulu mourir. Que s'est-il réellement passé dans cette maison du Saguenay le soir du 31 décembre 2008? Le 1er janvier 2009, une histoire tragique bouleverse la ville de Saguenay, puis rapidement tout le Québec. Les gens ont du mal à croire qu'un pacte de suicide entre 2 parents soit responsable de la mort de 3 enfants innocents de 12, 7 et 4 ans.
Cathy, là, c'était une super de bonne mère. Là. Les enfants, ils manquaient de rien. Là. Elle les a jamais battus, elle les a toujours respectés. T'sais, elle était autoritaire, mais elle a toujours pris soin là, d'eux autres. Là. Elle les a jamais négligés. Ils étaient beaux, ils étaient propres, ils sentaient bon, ils étaient polis. Pour elle, là, ça, c'était le paraître, là, c'était super important. Le paraître. Même si Joël n'avait pas le même père que Marc-Ange, elle le considérait comme son frère. En 2002, nouveau déménagement. Le couple quitte Gaspé et s'installe à Amos, en Abitibi, pour que Marc se rapproche de sa mère. En juin 2003, Marc fait un AVC. Peu de temps avant Noël, il est victime d'un infarctus. À peine 3 semaines plus tard, il retourne au travail. Louis-Philippe naît en 2004. Depuis son infarctus, les emplois que Marc occupe sont précaires ou peu rémunérés. Cathy, elle, ne travaille pas. En 2005, Cathy se plaint d'avoir mal partout et dit avoir de la difficulté à se déplacer. Elle obtient un diagnostic de fibromyalgie. En 2008, Marc perd sa mère et plonge dans une profonde dépression. Cathy trouve sa situation difficile. Elle reprend contact avec Cathy Ouellette, son amie d'enfance, qui habite à Saguenay. Au fil des années, les deux amis s'étaient perdus de vue. Cathy, là, elle était étouffante, elle était entreprenante, elle était trop intense. C'était tout le temps des histoires, à plus finir, puis... Tu sais, il y avait tout le temps des problèmes, c'était tout le temps plus que les autres, c'était tout le temps... Tu sais, elle demandait vraiment beaucoup de soins. Cathy, là, c'était pas une personne qui prenait soin d'elle, c'était les autres qui prenaient soin d'elle. Et ce qui est important, c'est les mécanismes de défense qu'ils vont développer quand il y a des stresseurs qui vont être vécus. C'est des gens qui ont une crainte énorme d'être abandonnés, qui ont l'impression que s'ils sont abandonnés, ils vont mourir. Donc, ils vont rechercher des relations avec des gens qui vont vouloir le plus fusionnel possible. Plus on est proche de quelqu'un, dans leur tête à eux, plus c'est rassurant. Et si la relation commence à être ébranlée, ils vont avoir besoin de retrouver une autre relation, au moins aussi satisfaisante pour eux. C'est des gens qui vivent des émotions très fortes. L'année 2008 continue d'amener son lot d'épreuves. Un beau jour, Cathy informe Marc que leur voisin l'aurait agressé sexuellement. Elle supplie Marc de déménager à nouveau. Elle veut aller vivre au Saguenay où habite son amie d'enfance, Cathy Ouellette. Marc hésite. Mais Cathy met de la pression. S'il refuse, elle déménagera quand même avec les enfants. Marc abdique. Cathy Gauthier retrouve Cathy Ouellette et espère que tout ira mieux. Cathy et Marc, là, quand ils sont arrivés ici, il n'y en avait pas d'emploi. Marc, lui, il avait un emploi là-bas. Ça allait pas tellement bien, mais... Fait que là, financièrement, Marc était sur l'assurance emploi. Le couple décide de louer une jolie maison dans un beau quartier. Les frais fixes sont importants, ce qui crée beaucoup de pression sur Marc, qui n'arrive toujours pas à se trouver d'emploi stable. Et ça m'inquiétait parce que la maison était... Tu sais, elle avait une maison avec un logement de 1250 par mois. Pas chauffé, pas éclairé, avec un auto-crédit 3e chance. Tu sais, ils travaillaient pas. Marc Laliberté et Cathy Gauthier étaient un couple qui vivait des difficultés financières importantes. Le 6 octobre 2008, Marc et Cathy se retrouvent devant un passif de près de 85 000 $ contre un actif de 20 300 $. Ils n'ont d'autre choix que de déclarer faillite. Pour Marc, c'est un échec. Et Cathy ne se gêne pas pour le lui reprocher. Quand elle a vu que Marc se dépréciait, ben là, elle a renchéri là-dessus. T'es pas bon, t'es pas capable de faire vivre ta famille, t'es pas capable de prendre soin de nous autres. Tu sais, fait que là, ben là, lui, il s'est encore plus déprécié, il s'est encore plus refermé. Cathy se résout à chercher du travail. Mais là, faut pas se leurrer, là. Cathy, je pense qu'elle a travaillé en tout, là, dans sa vie, là, 6 à 8 mois. Fait que là, ici, dans sa vie, là. Fait que là, ici, elle a travaillé 6 semaines, puis en 6 semaines, elle a fait 4 places différentes. Fait que, tu sais, là, les emplois étaient pas capables de les garder. Vers la mi-novembre, la frustration de Cathy est telle qu'elle décide de quitter la maison. Elle demande à son ami de l'héberger. La personne qui a un trouble de personnalité limite a 2 choix. Ou bien elle trouve quelqu'un d'autre, ou bien elle pousse encore en essayant de changer cette personne-là pour qu'elle lui donne ce dont elle a besoin. Marc est dévasté. Il lui dit que si elle divorce, elle n'aura pas les enfants. Cathy revient à la maison, mais entre elle et Marc, rien ne va plus. Le couple a beau discuter, il n'arrive plus à s'entendre.
À partir du moment où la souffrance intérieure est trop grande et qu'ils ont besoin carrément de changer de vie, carrément de se trouver quelqu'un d'autre qui va combler leurs besoins, à ce moment-là, il y a un désinvestissement qui peut se faire. Dans le sens que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite peut assez facilement changer du jour au lendemain un conjoint pour un autre, sans avoir besoin de faire de deuil. Dans la maison de Chicoutimi, la scène du crime est passée au peigne fin. Dans la cuisine, sur le comptoir, on trouve des flacons de médicaments vides, ainsi qu'un épais dossier de documents et de lettres. La police s'y intéresse. L'ordinateur contient lui aussi de nombreux dossiers et des courriels qui apportent un éclairage percutant sur la situation du couple et les états d'âme de Cathy et de Marc. Sans travail avant les fêtes, ça provoque une situation explosive. Cathy Gauthier essayait désespérément de se chercher un emploi. Marc Laliberté était très, très dépressif durant la période. Ça ressort des lettres. Le porte-document trouvé dans la cuisine contient une histoire de vie de la famille et un testament. Certains des documents du pacte ont été écrits par Cathy. Sa signature figure sur le testament et sur les dernières volontés de la famille. Cathy Ouellet se rend à l'hôpital pour visiter son amie. Quand elle évoque l'hypothèse d'un pacte entre elle et Marc, Cathy Gauthier nie avec vigueur. Elle jure qu'elle n'aurait jamais fait de mal à ses enfants et que Marc est responsable de tout. Quand moi je suis arrivée à l'hôpital, elle me dit « J'ai jamais voulu mourir ». Dans les médias et la communauté, les gens émus par le drame de cette femme qui vient de perdre toute sa famille sont portés à lui donner le bénéfice du doute. Par contre, plus les enquêteurs examinent les documents laissés par le couple, moins il semble que Cathy n'ait été qu'une victime. Quelle a été la réelle implication de Cathy Gauthier dans le plan funeste qui a coûté la vie à ses 3 enfants? Cathy Gauthier, 34 ans, a survécu à la mort de ses 3 enfants âgés de 4, 7 et 12 ans et à celle de son conjoint Marc Laliberté. Le fait qu'elle ait clairement parlé d'un pacte de suicide au cours de son appel au 911, puis qu'elle ait ensuite affirmé le contraire, rend le travail des enquêteurs délicat. L'autopsie confirme le suicide de Marc par une lacération profonde de 7 cm au poignet gauche, ayant sectionné l'artère radiale. Il avait préalablement absorbé des antidépresseurs et de l'acétaminophène. Le fait que les enfants n'aient aucune blessure confirme que le sang retrouvé sur leurs vêtements était celui de leurs parents. Par contre, l'antidépresseur de Marc et des antinauséeux sont décelés dans leur contenu gastrique. Même si Cathy Gauthier affirme qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, certaines caractéristiques de sa personnalité, révélées par l'enquête, commencent à jeter un éclairage différent sur le drame. Les gens qui ont une personnalité limite, c'est souvent des personnes qui ont eu des difficultés dans l'enfance, qui peuvent avoir eu des carences à différents niveaux, qui peuvent avoir vécu des traumatismes, des abus, de la négligence. Personne où est-ce que le jeu, moi, mon maman était très important. T'sais, elle, fallait qu'elle soit bien. Elle s'accrochait à des gens, puis il y avait juste cette personne-là, fait que ça devenait étouffant. Ça devenait lourd. Les personnes qui vont être en relation peuvent même finir par s'épuiser à essayer de combler cette personnalité limite-là qui devient de plus en plus triste, de plus en plus maussade, de plus en plus souffrante. En 2000, quelques semaines seulement avant de rencontrer Marc, Cathy écrit des lettres de désespoir à son entourage avant de s'ouvrir les poignets. Cathy, elle a toujours eu les idées suicidaires parce que c'est un appel à l'aide, parce que là, il y avait beaucoup de monde pour prendre soin, mais elle n'a jamais voulu mourir. Il s'agit alors de sa 4e tentative de suicide en moins de 2 ans. En fait, là, ces tentatives de suicide, là, ça a pas mal toujours été pour les garçons. 2 ans avant, elle avait connu un garçon, et puis là, bien, la relation termine, puis tout ça. Lui, il part, parce que là, tu sais, c'était... quand Cathy, là, à Dijon, là, mais, tu sais, c'est tout en revoit, là. Les personnalités limites qui va faire une tentative suicidaire, elle a vraiment des idées suicidaires. Mais il y a toujours une ambivalence, parce que se suicider, c'est se retrouver seul, c'est être abandonné de tout le monde. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Mais en même temps, la vie est souffrante, la vie est difficile. L'idée de pouvoir mourir, ça rassure de savoir qu'on a toujours cette porte de sortie-là quand la vie va être trop difficile. Cette fois, Cathy s'ouvre les poignets en présence de sa fille. Elle va jusqu'à maculer les murs de son sang. Elle s'était ouvert les veines, puis elle avait monté sur une chaise, puis elle en avait étendu là, presque jusqu'au plafond.
C'est un message qu'on envoie à notre environnement, je suis souffrant. Et plus on l'a fait de façon théâtrale, plus ces gens-là ont l'impression que ça envoie un message important. Il faut comprendre que c'est une arme à double tranchant parce que on peut faire une tentative suicidaire et la première fois, ça va rallier tout le monde autour de nous. Ça va nous apporter beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien. Mais si on veut jouer cette carte-là une deuxième fois, mais il faut que la tentative soit un peu plus théâtrale et qu'on montre qu'elle est un peu plus sérieuse si on veut générer le même émoi autour puis générer la même réaction. Leur but étant pas tant arrêté que ça à l'idée de mourir, mais le besoin de rendre ça le plus crédible possible font qu'ils peuvent des fois poser des gestes létaux. On a terminé la relation parce que moi je trouvais ça inacceptable qu'elle ait fait cette tentative de suicide-là devant sa fille. Là, je trouvais qu'elle avait vraiment besoin de soins. Là, moi, je trouvais que j'étais plus capable de répondre à ses besoins. De toute façon, je pouvais pas la sauver. Parce que c'est ce que je lui ai demandé. Cathy est donc admise à l'hôpital. C'est à partir de ce moment que Joël, alors âgé de 4 ans, est envoyé chez ses grands-parents paternels. Cathy est suivie et traitée pour dépression. Ébranlée par les preuves qui s'accumulent contre elle, Cathy commence à moduler sa position. Elle reconnaît qu'un pacte existait, mais qu'elle s'en est retirée et qu'elle a même déchiré des documents devant Marc pour lui signifier son désaccord. Elle prétend que Marc se serait entêté, l'aurait empoisonné, elle et les enfants à son insu, et lui aurait sectionné le poignet. Pourtant, au même moment, les anciennes patronnes de Cathy, sa mère biologique et sa meilleure amie, reçoivent des lettres remplies de reproches et de haine, écrites et signées par Cathy, quelques heures seulement avant le drame. Les lettres disent tout autrement, là. Les lettres disent « Nous sommes partis ensemble pour un monde meilleur et nous avons choisi d'apporter nos enfants parce que nous ne pouvons les laisser. » Tu sais, ça, là, ben, quand je l'ai vu, là, Cathy, là, ben, j'ai vu que c'était pas la décision à Marc, que c'était la sienne, que c'est elle qui l'avait montée. Le 3 janvier 2009, les policiers passent à l'action. Cathy Gauthier est officiellement arrêtée pour le meurtre prémédité de ses 3 enfants. Le lendemain, Cathy est soumise à un interrogatoire de plus de 3 heures. Cathy, t'es en état d'arrestation actuellement. Non, je sais. Elle réaffirme avoir été droguée par Marc à son insu. Quand l'enquêteur lui suggère qu'elle aurait pris une part active dans le pacte de suicide, Cathy perd son calme et va même jusqu'à le confronter sans répondre à ses questions. J'imagine que ça va m'en revenir, là. Mais là, aujourd'hui, là, je me rappelle plus, là. Là, je suis rendue à mon maximum, là. Je comprends, Cathy. Là, ça fait de faire 1 heure que je demande de m'en aller dans ma chambre, puis je suis encore assise ici. Fait qu'avant que mon agressivité monte plus, puis que ça joue encore plus contre moi, là, j'aimerais ça retourner dans ma chambre. Même si Cathy maintient qu'elle n'est pas responsable de la mort de ses enfants, les policiers réussissent à proposer une séquence vraisemblable de la manière dont aurait pu se dérouler ce terrible drame. Le 1er janvier 2009, Marc Laliberté et ses 3 enfants sont retrouvés morts dans le domicile familial. Cathy Gauthier, la mère des enfants, a survécu. Même si elle jure de son innocence, les policiers sont d'un autre avis. D'après eux, l'engrenage infernal se serait mis en branle au début du mois de décembre 2008. Le 6 décembre, le couple reçoit un avis de leur propriétaire. Ils n'ont toujours pas payé leur loyer. Le propriétaire menace de les expulser. Le mardi 9 décembre, Cathy demande à son ancienne patronne de la reprendre. Celle-ci ne croit pas que Cathy va donner un meilleur service aux clientes. Elle refuse. La pression monte. Le couple se résout à envoyer un chèque au propriétaire. Ils font le point sur leur vie, leur avenir. Ils n'entrevoient aucune lumière au bout du tunnel.
Quand ils sont en relation avec quelqu'un et ça va bien, ça va très, très bien. Donc, souvent, ils vont faire vivre le même genre de relation à leur partenaire aussi. Donc, c'est des gens qui peuvent vivre des choses très, très enthousiasmantes et même enivrantes. Par contre, quand ça va mal, ça va très mal. C'est des gens qui peuvent avoir des pulsions de mort, l'impression que s'ils sont abandonnés, ils ne sont rien, ils vont mourir. À un moment donné, au bout de plusieurs journées, plusieurs semaines de difficultés, le couple conclut un pacte de suicide. Pour Cathy, qui a déjà fait plusieurs tentatives, le suicide apparaît comme une solution. À partir du moment où ça leur passe par l'idée qu'ils peuvent amener leurs enfants avec eux, c'est là que ça devient extrêmement dangereux parce qu'ils vont projeter cette souffrance-là, cette vie de misère-là qui attend leurs enfants, puis ils se disent non seulement je me sauve moi de la souffrance, mais j'évite cette souffrance-là à mes enfants. Le 19 décembre 2008, Marc écrit à nouveau au propriétaire de la maison pour l'informer que le chèque qu'il lui a envoyé sera en arrêt de paiement. Il explique que lui et sa femme ont décidé d'utiliser cet argent pour fêter Noël. En même temps, Cathy organise l'envoi d'une mise en demeure à son ancien voisin pour agression sexuelle. L'heure est au règlement de compte. Avec l'argent du loyer, Marc et Cathy décident d'offrir à leurs enfants le plus beau Noël de leur vie. Le 27 décembre 2008, Cathy revient de la pharmacie avec un renouvellement de prescription pour Marc et des antinauséeux pour enfants. Le lendemain, le 28 décembre, Cathy panique et remet le plan en question. Elle écrit à une fondation en les suppliant de les aider. Elle parle de leur famille, de leur expulsion imminente. Elle fait la liste de leurs problèmes de santé, mentionne l'agression sexuelle dont elle a été victime. Le courriel est intitulé « Un miracle, s'il vous plaît ». 2 jours plus tard, elle n'a reçu aucune réponse. Elle joue sa dernière carte. Le 30, je vais chez elle, j'arrive, puis tu sais, elle m'offre un café. Fait qu'elle dit, ben tu sais, pour m'emmener dans la chambre, pour pouvoir me parler, elle me dit, viens, je vais aller te faire essayer du linge, parce que dans le fond, moi, je travaille plus, puis toi, t'en as vraiment besoin. Elle dit, tu travailles tout le temps, tu travailles dans un bureau, puis ça coûte cher. Cathy se met à sortir quelques morceaux, puis elle vide ses armoires et ses tiroirs. Mais tu sais, c'est le signe qu'elle n'a plus besoin pantoute de vêtements. Tu sais, c'est pas rien que ton plus beau parce que tu travailles plus dans les boutiques, là, c'est tout le linge, là. Tu sais, là j'aurais dû aussi allumer, mais j'ai pas allumé. Puis, elle commence à parler de ses problèmes financiers. Sans doute espère-t-elle que son ami d'enfance lui prête de l'argent. Elle me dit, moi, là, je trouve vraiment plus ça drôle parce qu'elle dit, il va falloir encore que je déménage. Puis elle dit, il faut encore que je fasse subir ça à mes enfants. Puis je veux pas les emmener dans une place moindre que qu'est-ce qu'il y avait là. Là, je dis, tu sais, j'ai dit, moi, si je vivrais avec mon conjoint, mes enfants dans une tente, je serais heureuse pareil. Fait que c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu sois ensemble. Mais là, tu sais, le découragement, là, c'est comme emparé d'elle. À ce moment, Joël entre dans la chambre et interrompt la conversation entre les deux femmes. Elle me regardait avec ses grands yeux. Mais tu sais, elle voulait me parler, là. Je le sais qu'elle voulait me parler, mais elle pouvait pas me parler parce que sa mère était juste à côté de moi. Mais tu sais, j'avais une impression de « Viens donc dans ma chambre, j'ai quelque chose à te dire ». Mais Cathy Ouellet est sur son départ. Moi, j'ai une formation qui me permet de lire sur les livres assez facilement. C'est sûr, là, je peux pas être certaine de ce qui a été dit, mais moi, je vois Cathy se pencher envers son conjoint puis lui dire « C'est correct qu'on le fait ».
Mais tu sais, on le fait quoi? Moi, j'ai juste vu, c'est correct qu'on le fait. Moi, je crois que c'est à ce moment-là que la décision a été prise. Le 31 décembre, en après-midi, Marc et Cathy écrivent leur dernière volonté. Cathy précise que ses enfants ne souffriront pas et qu'ils vont partir. Elle écrit à sa mère biologique qu'elle est grosse et qu'elle est la paresse incarnée. Elle accuse sa meilleure amie, Cathy Ouellet, de ne pas lui donner une partie de ses REER pour sauver sa famille. Le ton des lettres oscille entre désespoir et colère. D'autres lettres sont envoyées à ses ex-patronnes. Elle leur souhaite que l'année 2009 soit impitoyable. « Je vous attends en enfer. Vous avez provoqué votre perte », ajoute-t-elle, juste avant sa signature. Après le souper, on se prépare à faire finalement une soirée cinéma avec les enfants. Le 31 décembre à 19h, Joël démarre le DVD et tout le monde s'installe. Une demi-heure après le début du film, les enfants ont droit à du popcorn. Marc Laliberté va à la cuisine, prépare des verres, des cocktails. C'est là qu'il dissout ses médicaments et des antinauséeux dans les verres destinés aux enfants. Il se prend une bière et un cooler pour Cathy. On distribue le popcorn et les verres. Et on revient au film. Les enfants boivent le cocktail en question. Tout le monde semble relaxé. C'est dans ces termes que décrit la situation. Louis-Philippe s'endort en premier. Joël se plaint que ses jambes picotent. Marc-Ange se sent lourd. Il transporte les enfants vers leur chambre. Marc et Cathy vont à l'ordinateur et envoient quelques ultimes courriels, dont un adressé aux médias. Marc demande à la population de ne pas les juger. Il écrit « Nous avons décidé de quitter ce monde et d'emporter avec nous nos enfants, notre seule richesse. Ce n'est pas un geste cruel, c'est de l'amour. » Cathy et Marc rassemblent les documents sur le comptoir et absorbent à leur tour les médicaments. L'ADN de Cathy n'a pas été retrouvé sur le manche du couteau ni sur les verres des enfants. Par contre, c'est bien elle qui a été à la pharmacie et sa signature se retrouve sur plusieurs des documents qu'ils ont laissés derrière eux. Sa culpabilité pourra-t-elle être prouvée?
Le 10 janvier 2009, les funérailles de Marc, Joël, Marc-Ange et Louis-Philippe Laliberté ont lieu à Saguenay. La communauté est atterrée. Cathy n'assiste pas aux funérailles de ses propres enfants. En attendant son procès, elle séjourne dans un centre pour femmes. Elle tente une nouvelle fois de se suicider. Elle réussit à accumuler sa médication et par la suite, on a appris qu'elle avait tenté d'ingurgiter tous ses médicaments et de faire une autre tentative de suicide à l'intérieur de cette maison-là. C'est pourquoi le juge, par la suite, a décidé de la renvoyer en prison pour se protéger contre elle-même. Le 5 octobre 2009, le procès commence. L'émotion dans la salle est palpable. Cathy apparaît au banc des accusés. Quand elle est apparue la première fois aux caméras, elle apparaissait très fragile, toute chétive, blessée. Donc, les gens dans la population, au départ, avaient comme une certaine empathie pour cette femme-là, essayaient de lui trouver une explication à ce qui s'était produit. Son aspect, peut-être, influençait les gens. L'avocat de Cathy prétend qu'elle est restée dans le salon sans savoir que Marc était en train de dissoudre les médicaments dans les breuvages des enfants. Il rappelle qu'elle n'a pas pu s'infliger elle-même sa blessure au poignet. Il demande au jury de ne pas se laisser influencer par son trouble de personnalité. La preuve de la couronne repose sur l'appel au 911, sur le fait qu'elle s'est rendue 4 jours avant le drame à la pharmacie acheter des médicaments et sur le contenu de certaines lettres. Quand elle a témoigné pour la première fois, sa personnalité est apparue comme quelqu'un qui sait très bien manipuler les émotions, qui sait très bien aussi faire paraître qu'elle a vécu des difficultés, qu'elle était une femme, un enfant adopté, qui a déjà fait plusieurs tentatives de suicide et tout ça. Elle s'exprime bien, elle décrit les événements, elle pleure quand c'est le temps. Donc, c'est quelqu'un qui apparaît au départ très fragile, mais qui par la suite, on le voit bien que c'est de la manipulation. À un moment donné, quand elle témoigne et qu'elle parle de ses enfants, elle pleure et elle s'effondre par terre. Elle retrouve très rapidement ses moyens. Donc c'est sûrement un élément qui a dû influencer les membres du jury. Il y avait un jury, entre autres, qui prenait des notes, je me souviens, qui ne la regardait même plus, là. Au terme d'un procès de 3 semaines, le juge propose 3 verdicts au jury. Meurtre prémédité, meurtre non prémédité ou acquittement. L'homicide involontaire n'est pas retenu. La délibération a duré à peine quelques jours, là, dans un procès aussi important qui parle de triple meurtre prémédité. Le jury avait probablement son idée de fait. Le samedi 24 octobre 2009, le président du jury déclare l'accusé coupable du meurtre prémédité de ses 3 enfants. Cathy Gauthier est condamnée à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle avant 2034. Elle aura alors 60 ans. Fait que là, tu sais, j'en ai fait 2-3 des visites. Mais c'est parce que c'était mon cœur de mère à moi qui voulait pas l'accepter. Tu sais, c'était mon cœur d'ami. C'était mon cœur de 2 petites filles qui avaient 5 ans, tu sais, dans le temps. J'ai jamais cru la version qu'elle a dit au procès, que c'était pas elle, que c'était la faute à mère. Je sais que c'est vrai, qu'elle a jamais eu le goût de mourir. Ce qu'elle voulait, c'était se déresponsabiliser. Il n'y en a jamais eu de remords. Il n'y en a jamais eu de remords. Il y a eu un manque de conscience, mais il n'y a jamais eu de remords. Cathy n'en avait pas de remords. Cathy était à vie avec ce qu'elle a fait. Que ça soit bon, que ça soit mauvais. Mes enfants, eux aussi, ont eu beaucoup de difficultés à comprendre. Comme ma fille a dit qu'elle veut plus qu'on lui dise qu'on l'aime parce que Cathy Gauthier disait ça à ses enfants. Fait qu'elle avait peur qu'on fasse la même chose que Cathy Gauthier a fait à ses enfants. Fait que...
c'est toujours les autres qui ont pris soin d'elle, que ça n'a jamais été elle. Fait que prendre soin d'elle, prendre soin d'une progéniture, de 3 enfants, d'assumer ses responsabilités, d'assumer le côté financier, d'assumer le côté parental, ben ça, c'était trop pour elle. Elle était capable, peut-être, rien que juste pour elle, puis encore là, même pas. La succession des problèmes personnels et financiers de Cathy et de Marc aura coûté la vie à leurs 3 enfants. Cathy, qui en était à sa 5e tentative de suicide, voulait-elle réellement mourir avec eux? L'idée de survivre et de refaire sa vie lui aurait-elle effleuré l'esprit? On peut pas faire n'importe quoi et se déresponsabiliser du simple fait qu'on est souffrant. Donc oui, dans cette histoire-là, ça fait pitié. Tout le monde souffre, tout le monde fait pitié, mais il y a une limite qu'il faut mettre à quelque part à l'effet que cette souffrance-là seule ne justifie pas qu'on en cause à d'autres. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?